Vous vous tenez à côté d'une immense fenêtre du sol au plafond de ce vaisseau spatial/ville errante que vous avez appelé votre maison depuis une douzaine d'années, avec quelques centaines d'autres personnes. Vous observez un objet fascinant approcher de votre vaisseau, vous demandant s'il mettra fin à ce voyage et à votre vie. Il ressemble à un astéroïde mais agit comme une comète. Se déplaçant comme si quelque chose le poussait, pourrait-il s'agir d'un moteur créé par une autre civilisation spatiale? Êtes-vous condamné ou sur le point d'entrer en contact avec une intelligence d'un autre genre? Maintenant, laissons cette fantaisie post-apocalyptique de côté et examinons de plus près ces envahisseurs spatiaux appelés comètes sombres. La question la plus intrigante est évidemment, qu'est-ce qui les fait bouger? Très probablement, il s'agit de gaz ou de matériaux s'échappant de la surface de ces objets spatiaux. Fait intéressant, jusqu'à récemment, personne n'était même certain de leur existence. Le premier astéroïde sombre a été découvert il y a seulement quelques années. Et depuis lors, les chercheurs en ont identifié 14, dont 7 nouveaux découverts tout récemment. L'histoire des comètes sombres a commencé en 2016, lorsque des scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange à propos d'un astéroïde appelé 2003 RM. Son orbite n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Elle avait légèrement dévié, et personne ne pouvait expliquer ce changement par le comportement typique d'un astéroïde, lorsqu'ils reçoivent de petites poussées causées par le réchauffement inégal d'un astéroïde par la lumière du Soleil. Au lieu de cela, le mouvement suggérait que 2003 RM pourrait avoir libéré du matériau, ce que font souvent les comètes. Mais il y avait un hic. L'objet ne ressemblait pas à une comète. Il n'y avait pas de queue, pas de nuage de gaz visible. C'était juste un petit point de lumière, comme un astéroïde ordinaire. Au début, les scientifiques pensèrent que 2003 RM n'était qu'une énigme isolée. Mais en 2017, un télescope a repéré un autre objet étrange, celui-ci provenant de l'extérieur de notre système solaire. C'était Oumuamua. Lui aussi ressemblait à un astéroïde, mais avait une trajectoire qui changeait comme si du gaz s'en échappait. Les similitudes entre Oumuamua et 2003 RM ont amené les chercheurs à penser qu'il pourrait y avoir plus de tels objets étranges dans l'univers. En 2023, 7 autres avaient été découverts dans notre système solaire. Ces découvertes ont suffi pour donner à ce nouveau type d'objet le nom de comète sombre. Désormais, les scientifiques disposent de suffisamment de données pour commencer à remarquer des motifs et en apprendre davantage sur leurs caractéristiques. Ainsi, ils ont identifié 2 groupes principaux de comètes sombres. Le premier groupe, appelé comètes sombres externes, est plus grand, avec des tailles allant de centaines de pieds et même plus. Elles suivent des orbites longues et elliptiques, similaires à celles des comètes traditionnelles qui proviennent de régions proches de Jupiter. Le deuxième groupe, les comètes sombres internes, est plus petit, généralement d'une dizaine de pieds de diamètre. Ces comètes se déplacent sur des orbites presque circulaires et restent plus proches du Soleil, près de planètes comme la Terre, Vénus et Mars. La question principale de nos jours est d'où viennent les comètes sombres? Peuvent-elles être les vestiges de corps plus grands qui se sont désintégrés? Ces corps célestes pourraient nous aider à comprendre l'histoire du système solaire. Et s'ils avaient apporté les ingrédients de la vie sur la Terre primitive? Une fois que nous aurons étudié les comètes sombres de manière plus approfondie, nous pourrions déterminer si elles contiennent des matériaux tels que de la glace ou des composés organiques. Et en effet, certains chercheurs sont certains que les comètes sombres peuvent contenir ou ont pu contenir de la glace et ont joué un rôle important dans l'apport d'eau sur Terre. Selon quelques études, certains astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, une région entre Mars et Jupiter remplie de débris rocheux, pourraient avoir de la glace sous leur surface. Et cette glace provenant de la ceinture d'astéroïdes pourrait avoir voyagé jusqu'à l'espace proche de la Terre. En d'autres termes, cela pourrait être un chemin permettant à l'eau d'atteindre notre planète. Jusqu'à présent, personne n'affirme que les comètes sombres ont définitivement apporté de l'eau sur Terre. Mais elles pourraient être un autre mécanisme permettant de déplacer de la glace d'une partie du système solaire à une autre. L'étude suggère également une connexion entre les comètes sombres et un groupe connu sous le nom de comètes de la famille de Jupiter. Ce sont des comètes dont les orbites sont fortement influencées par la gravité de Jupiter, souvent les attirant vers le Soleil. Cette connexion rend encore plus difficile la compréhension de l'origine des comètes sombres et de leur comportement. Maintenant, examinons de plus près les différences entre les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes traditionnels sont des corps rocheux qui orbitent relativement près du Soleil, généralement à l'intérieur de la ligne de glace.
Cette région est si proche du Soleil que toute glace présente à la surface d'un astéroïde se transformerait directement d'un état solide à un état gazeux, ne laissant derrière elle que de la roche. Les comètes, quant à elles, sont des corps glacés qui se forment plus loin du Soleil. Lorsqu'elles s'approchent du système solaire interne, leur glace commence également à passer d'un état solide à un état gazeux, créant un nuage visible, appelé chevelure, ou une queue tout en libérant poussière et gaz. Les comètes sombres brouillent ces définitions. Elles apparaissent comme des objets rocheux semblables à des astéroïdes sans coma ni queue, mais elles présentent un comportement typique des comètes, à savoir de petites accélérations non gravitationnelles. Ces accélérations se produisent lorsque la glace se transforme en gaz, donnant à l'objet une légère impulsion. Après avoir analysé 7 comètes sombres connues, les astronomes ont estimé qu'entre 0,5% et 60% de tous les objets géocroiseurs pourraient appartenir à cette catégorie mystérieuse. Et comme les comètes sombres proviennent probablement de la ceinture d'astéroïdes, il est probable que de la glace existe même dans les régions de la ceinture auparavant considérées comme trop chaudes. Désormais, les objets proches de la Terre tels que les comètes sombres ne restent pas éternellement dans la même orbite. L'environnement proche de la Terre est instable et les objets y demeurent généralement pendant environ 10 millions d'années. Puisque le système solaire est âgé de plus de 4,5 milliards d'années, cela signifie que de nouveaux objets proches de la Terre doivent constamment remplacer ceux qui sont perdus. Des astronomes ont utilisé des modèles informatiques pour simuler le mouvement des objets sous l'influence d'accélérations non gravitationnelles. Ils ont retracé les trajectoires de ces objets sur une période de 100 000 ans et ont découvert que beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans les mêmes régions où nous trouvons les comètes sombres aujourd'hui. Maintenant, vous vous souvenez de cette roche spatiale 2003 RM, qui a été la première à être appelée une comète sombre. Eh bien, elle a fourni un indice particulièrement intéressant. Son orbite elliptique la rapproche de la Terre, puis l'emmène près de Jupiter avant de revenir vers la Terre. Cette trajectoire correspond à ce que les scientifiques s'attendraient d'une comète de la famille de Jupiter. Un objet qui a probablement été dévié vers l'intérieur de son orbite originale. Cependant, la plupart des autres comètes sombres étudiées semblent provenir des régions intérieures de la ceinture d'astéroïdes, plus proches de Mars. Les comètes sombres sont souvent petites et tournent rapidement. Les astronomes les décrivent souvent comme des glaçons sales. Tout cela parce que ces objets sont un mélange de roches et de glace, et lorsqu'ils traversent la ligne de glace, leur glace commence à se transformer en gaz. Ce processus non seulement provoque ces petites accélérations non gravitationnelles, mais augmente également leur vitesse de rotation. Et plus ces objets tournent rapidement, plus ils peuvent se désintégrer facilement en fragments plus petits. Les morceaux qui se détachent contiennent également de la glace. Et à mesure qu'ils tournent de plus en plus vite, ils se brisent en morceaux encore plus petits. Ce processus continue jusqu'à ce qu'il ne reste que des objets très petits, tournant rapidement. Ce cycle de fragmentation aide à expliquer pourquoi les comètes sombres sont souvent si minuscules. Mais cela pourrait aussi signifier qu'il y en a plus que ce que nous connaissons actuellement. La recherche sur les comètes sombres offre de nouvelles perspectives sur la distribution de la glace dans le système solaire et ses voies potentielles vers l'environnement proche de la Terre. Elle soulève également des questions intrigantes. Par exemple, quelle quantité de glace reste cachée dans la ceinture d'astéroïdes? Ou les comètes sombres ont-elles pu jouer un rôle dans la livraison d'eau ou de juste au moment où vous pensiez que l'univers ne saurait devenir encore plus bizarre, vous avez dit bizarre. Le cosmos vous prend au dépourvu avec une apparition déroutante. Une gigantesque bulle lumineuse, si parfaite qu'elle semble irréelle. Des astronomes ont observé un phénomène singulier dérivant dans notre galaxie. Ce n'est ni une planète vagabonde, un astre de taille planétaire qui n'orbite autour d'aucune étoile, ni une étoile elle-même, ni même un résidu classique de supernova. C'est une sphère d'une régularité parfaite, et les chercheurs sont déboussolés. En explorant les relevés d'un radiotélescope d'une puissance exceptionnelle, des astronomes ont repéré un objet intrigant, une bulle parfaitement sphérique. Leur première hypothèse fut celle d'un vestige de supernova, l'explosion d'une étoile massive. Mais ce qui les a véritablement troublés, c'est la perfection anormale de cette structure. Habituellement, ce type d'explosion stellaire engendre des nuées chaotiques aux contours irréguliers. Or, la structure nouvellement observée semblait avoir été tracée au compas, tant ses lignes étaient nettes. Les chercheurs l'ont baptisé téléos, un terme grec ancien signifiant « parfait ». Bien qu'ils aient envisagé plusieurs explications, aucune ne s'est révélée satisfaisante à ce jour. Cet étrange corps céleste
a été découvert à l'aide d'un télescope situé en Australie, connu sous le nom d'ASCAP. Cet instrument scrute le ciel pour recenser divers objets circulaires étranges, dans le cadre d'un programme intitulé Carte évolutive de l'univers. Certains de ces cercles lointains, appelés ORC, sigle pour Odd Radio Circles, ou cercles radio étranges, suscitent déjà de profondes interrogations parmi les scientifiques. Mais celui-ci se distingue des précédents, car il se trouve à l'intérieur même de notre propre galaxie. Pourtant, bien que Teleios soit techniquement plus proche de nous, les chercheurs peinent à en évaluer la distance exacte. Cette incertitude complique d'autant plus l'identification de son origine et de sa formation. En examinant cette bulle spatiale avec encore plus d'attention, les chercheurs ont relevé un détail troublant. L'objet n'émet qu'une lueur extrêmement ténue, détectable uniquement dans les ondes radio, rien dans le spectre visible ni dans les rayons X. Sur la base de cette lueur, ils supposent qu'il pourrait s'agir de l'enveloppe résiduelle laissée par une supernova thermonucléaire, l'une des plus brillantes et violentes que l'univers soit capable de produire. Ce type d'explosion survient lorsqu'une naine blanche, une étoile morte extrêmement dense, attire la matière d'une étoile voisine. Elle continue d'en absorber jusqu'à atteindre une masse critique, trop lourde à supporter, et finit alors par exploser en libérant une immense énergie. Ce mécanisme semble cohérent. Toutefois, déterminer la distance réelle de cet objet demeure complexe. Après avoir effectué plusieurs calculs, les scientifiques ont abouti à deux hypothèses. Soit Teleios se situe à environ 7175 années-lumière, soit il est bien plus éloigné, à quelques 25 114 années-lumière. Enfin, à peu de choses près. Tout dépend de l'estimation correcte. Si Teleios est relativement proche, il mesurerait environ 46 années-lumière de diamètre, ce qui en ferait un reste de supernova assez jeune, sans doute âgé de moins de 3000 ans. Mais s'il est situé à la plus grande distance, il atteindrait un diamètre impressionnant de 157 années-lumière et pourrait alors avoir plus de 10 000 ans. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est précisément là que les difficultés commencent. Les chercheurs disposent de modèles décrivant le comportement attendu des restes de supernova. L'un des indicateurs essentiels est l'émission de rayons X. Or, comme vous vous en souvenez peut-être, Teleios n'en émet aucun. Pas la moindre trace de rayonnement X n'a été détectée. C'est là tout le mystère. Comment un objet censé produire ce type de rayonnement peut-il rester entièrement silencieux? Rien ne semble cohérent, et les scientifiques restent désemparés. Une autre piste étudiée par les scientifiques est que Teleios ne serait pas du tout un reste ordinaire de supernova. Il pourrait plutôt provenir d'un type d'explosion plus rare, appelé supernova de type IAX, et celle-ci défie vraiment toutes les attentes. Dans une supernova thermonucléaire classique, l'étoile naine blanche est pulvérisée. Mais dans le cas d'une supernova IAX, elle n'est pas complètement détruite. Elle survit partiellement, devenant une étoile zombie, blessée mais toujours présente. Ce scénario expliquerait en réalité bien des aspects de l'apparence et de la lueur de Teleios. Cependant, dans cette hypothèse, l'objet devrait être bien plus proche de nous, à environ 3262 années-lumière. Il serait alors aussi beaucoup plus petit, ne mesurant qu'environ 11 années-lumière de diamètre. Ce qui rend cette idée particulièrement intrigante, c'est qu'une étoile bien réelle, située à cette distance, pourrait être la fameuse étoile zombie. Mace, et c'est un mais de taille, les autres mesures de distance contredisent toute cette possibilité. Cette hypothèse semble donc être une impasse. Autre étrangeté, la forme presque parfaitement sphérique de Teleios. Cela n'a rien d'habituel. Les explosions de supernova sont généralement désordonnées et asymétriques. L'onde de choc traverse des nuages de gaz ou de poussière, et certaines parties se propagent plus vite que d'autres. À la longue, la structure qui en résulte devient irrégulière, voire déformée ou fragmentée. Mais ici, l'objet semble parfaitement sphérique, tel un ballon. Un tel cas est rarissime. La seule explication plausible serait qu'il ait explosé dans une région exceptionnellement vide du cosmos, lui permettant de s'étendre uniformément dans toutes les directions. Ce n'est pas impossible, simplement très improbable. Dès lors, compte tenu de sa forme singulière, peut-on envisager que Teleios soit un objet artificiel? Pourrait-il s'agir d'une sphère de Dyson? Ce concept théorique décrit une mégastructure entourant une étoile afin de capter l'intégralité de son énergie. À l'origine, cette idée servait à imaginer une méthode pour détecter une civilisation extraterrestre, en repérant leur consommation énergétique plutôt qu'en attendant une communication directe. Voyez-vous, ici sur Terre,
Nous ne recevons qu'une très petite partie de l'énergie solaire. Pourtant, 386 milliards de mégawatts rayonnent dans toutes les directions dans l'espace. Pour ne pas gaspiller cette énorme énergie, une civilisation pourrait construire une sphère de Dyson, ou plutôt un essaim de Dyson, une quantité de panneaux solaires en orbite autour de l'étoile. Cela leur permettrait d'utiliser cette énergie pour leur planète, leur technologie, leur système d'IA, et peut-être même pour voyager dans l'espace. Pour comprendre à quel point une espèce capable de construire une sphère de Dyson doit être avancée, les scientifiques utilisent l'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations selon leur usage d'énergie. Le type A utilise toute l'énergie disponible sur sa planète. Spoiler, ce n'est même pas notre cas. Le type 2 exploite toute l'énergie de son étoile. C'est le niveau d'une sphère de Dyson. Le type 3 peut utiliser l'énergie d'une galaxie entière. Imaginez des sphères de Dyson autour de chaque étoile, voire l'énergie des trous noirs. Notre civilisation terrestre est actuellement autour du type 0,70449. Cela veut dire que nous n'avons pas encore utilisé toute l'énergie disponible sur Terre, y compris fossile, renouvelable et nucléaire. Nous faisons encore nos premiers pas dans cette échelle cosmique. Le problème majeur avec la théorie selon laquelle notre objet à la forme parfaite serait une sphère de Dyson, c'est que ce type de technologie ultra avancée émettrait de la chaleur. Autrement dit, il y aurait un rayonnement thermique dans l'infrarouge, rendant l'objet anormalement brillant dans cette gamme. Ce phénomène pourrait indiquer qu'un objet artificiel capte l'énergie d'une étoile pour la réémettre sous forme de chaleur. Or, aucune signature thermique de ce type n'a été détectée lors des observations de Teleios. Alors, avons-nous la réponse définitive? Pas encore. Les chercheurs ont passé en revue tous les indices, la luminosité, la taille apparente, la distance probable, et aucune hypothèse ne s'avère totalement satisfaisante. Chaque théorie présente ses limites, notamment l'absence d'émission de rayons X, qui devrait pourtant être observée selon les modèles habituels. Ils considèrent toujours que la supernova thermonucléaire classique reste la piste la plus plausible à ce jour, même s'ils ne peuvent l'affirmer avec une certitude absolue. Le manque de preuves tangibles maintient le mystère entier. L'équipe souligne la nécessité d'observations plus puissantes et détaillées pour percer ce mystère. Mais quoi qu'il en soit, si Teleios existe, qu'est-ce qui pourrait bien encore se cacher dans l'univers, prêt à bouleverser nos certitudes? Des astronomes ont détecté une douzaine d'explosions mystérieuses dans l'univers, dont on ignore encore la véritable nature et les causes. Pour l'instant, elles se manifestent à environ 200 millions d'années-lumière. Mais que se passerait-il si, un jour, elles survenaient bien plus près de la Terre? Tout a débuté en 2018. Ce jour-là, des télescopes ont capté un immense boom provenant du fin fond de l'espace. Cette explosion était d'une intensité extraordinaire, environ 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Habituellement, ce type d'événement met des semaines, voire des mois, à décliner. Mais celui-ci est passé d'un kaboom à un pouf, disparu en quelques jours à peine. Il atteignit une température extrême et une taille comparable à celle de notre système solaire tout entier, avant de s'évanouir comme s'il n'avait jamais existé. De quoi désarçonner les scientifiques. On a surnommé cette explosion la vache, car son nom officiel était jugé trop long et peu engageant. Depuis lors, les astronomes sont partis en quête de phénomènes similaires, et effectivement, d'autres ont été découverts, à qui l'on a également attribué des noms d'animaux inhabituels. C'est ainsi qu'on a eu le koala en 2018, le chameau en 2020, le diable de Tasmanie en 2022 et le passereau ou le faon en 2023. Ces étranges événements appartiennent à une catégorie baptisée LFBOT, acronyme anglais de transitoires optiques bleus lumineux et rapides. Lumineux car ils brillent intensément, rapides parce qu'ils surgissent et s'éteignent en un éclair. Leur couleur bleue provient de leur température, de l'ordre de 40 000 degrés. Quant à l'expression transitoires optiques, elle signifie qu'ils sont visibles dans la lumière ordinaire, mais ne durent que peu de temps. À ce jour encore, les chercheurs demeurent perplexes et tentent d'élucider l'origine de ces flashs cosmiques insolites. On dirait que l'univers joue une partie dont les règles nous échappent totalement. Au départ, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait de supernovae ratées, des étoiles qui tentent d'exploser mais s'effondrent sur elles-mêmes, un peu comme un ballon qui imploserait. Ce type de collapsus peut engendrer un trou noir central,
lequel dévore ensuite l'étoile de l'intérieur. Mais récemment, une nouvelle hypothèse a vu le jour, tout aussi fascinante qu'inquiétante. Elle concerne les trous noirs, ces vestiges extrêmement denses d'étoiles disparues. Leur force gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut s'en échapper lorsqu'elle s'en approche trop. C'est pourquoi ils sont entièrement invisibles et ne peuvent être observés directement. À présent, certains spécialistes de l'espace avancent que des trous noirs encore non identifiés, ni trop grands, ni trop petits, pourraient aspirer les étoiles qui s'en approchent trop, provoquant ainsi ces explosions. Ces objets sont appelés trous noirs de masse intermédiaire, mais personne n'en a encore observé. Ils figurent parmi les plus grands mystères de l'univers. Et nous allons tenter d'en percer le secret dans un instant. Mais avant cela, sachez qu'un nouveau LF-Bot vient tout juste d'être repéré dans l'espace. Il a été détecté par un télescope basé à Liverpool et porte pour l'instant le nom de AT2024VPP. Et oui, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de surnom animalier, mais la guêpe semble faire partie des propositions envisagées. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. L'un des chercheurs affirme qu'il s'agit du plus marquant depuis la vache. Cette nouvelle explosion cosmique est fascinante et d'une extrême luminosité. Tout comme moi, haha. Peut-être même la plus intense depuis l'apparition des premiers LF-Bots en 2018. Ce nouveau boom de la guêpe ne semble pas non plus correspondre à une supernova ratée. Et pourtant, les scientifiques examinent toutes les données pour le confirmer. Les scientifiques sont désormais assez convaincus que des trous noirs de masse intermédiaire, capables de produire ces explosions, doivent exister quelque part. C'est comme pressentir la présence d'une créature cachée dans l'espace, sans avoir encore réussi à l'observer. Certains estiment même que cette hypothèse est la plus enthousiasmante, et qu'elle pourrait contribuer à percer le mystère de la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Quelle que soit la vérité, une découverte récente pourrait éclairer la question des trous noirs de masse intermédiaire. En effet, lorsqu'il s'agit de ces objets, l'univers en présente plusieurs catégories. Les petits, les immenses, et ceux qui se situent entre les deux. Les plus modestes sont appelés trous noirs de masse stellaire. Leur masse représente entre 5 et 50 fois celle du Soleil. Les plus vastes, les trous noirs supermassifs, peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus. On les trouve généralement au cœur des galaxies. Entre ces deux extrêmes se trouve une catégorie encore bien mystérieuse. Les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont perçus comme le chaînon manquant de la famille des trous noirs. Les scientifiques sont presque certains qu'ils doivent exister. Mais leurs origines, leur évolution et leur composition restent largement inconnues. Bonne nouvelle, ce mystère pourrait enfin être levé. Grâce à de récentes études, les chercheurs disposent désormais de pistes nouvelles et prometteuses. Des chercheurs ont détecté des ondes dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, qui semblent provenir de collisions entre trous noirs. Et pas n'importe lesquels. Ceux dont la masse est comprise entre 100 et 300 fois celle du Soleil. Ce pourraient bien être les fameux trous noirs de taille moyenne. De plus, il s'agirait des plus grandes collisions de trous noirs jamais enregistrées depuis la Terre. Les trous noirs peuvent être considérés comme les fossiles de l'espace. Ils renferment des indices sur les premières phases de l'histoire cosmique. Ceux qui viennent d'être découverts pourraient même nous renseigner sur les premières étoiles qui ont illuminé l'univers. Toutefois, les instruments terrestres comme LIGO, acronyme de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, ne captent qu'un minuscule instant de ces collisions. Une fraction de seconde à peine, ce qui complique l'identification de l'origine de ces trous noirs intermédiaires. Face à ces limites, les scientifiques ont mis au point une nouvelle stratégie. Un laboratoire prépare une mission spatiale baptisée LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna. Ce projet commun de la NASA et de l'Agence spatiale européenne devrait être lancé à la fin des années 2030. LISA flottera dans l'espace et pourra observer l'intégralité des collisions entre trous noirs, pas uniquement l'ultime explosion. Elle sera même capable de suivre leur trajectoire plusieurs années avant qu'ils ne fusionnent. Et si tout fonctionne comme prévu, nous pourrions enfin comprendre l'origine de ces mystérieux objets et en apprendre davantage sur les débuts de notre univers. Vous vous demandez sans doute comment LISA va procéder. Rappelez-vous, nous avons évoqué ces ondulations qui se propagent dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, émises lorsque des trous noirs entrent en collision. Eh bien, LISA est conçue pour capter ces signaux. Elle flottera dans l'espace à l'affût de toutes sortes de secousses cosmiques, pas seulement des événements intenses, mais aussi de petits trous noirs gravitant autour de géants. En quoi les ondes gravitationnelles sont-elles si précieuses?
De nombreux objets cosmiques sont invisibles au télescope classique, car ils n'émettent aucune lumière. Mais ces ondes, elles, traversent l'univers sans se soucier de l'obscurité. Elles nous révèlent ce qui se cache dans les zones les plus inaccessibles. En les étudiant, les scientifiques espèrent découvrir des phénomènes encore inconnus. Les trous noirs, les origines de l'univers, et peut-être même des éléments dont nous ignorons l'existence. Grâce à LISA, nous pourrions mieux comprendre la naissance de l'univers, son évolution, ainsi que sa composition. Revenons à ces collisions de trous noirs. Les repérer n'est pas chose facile, mais les chercheurs ont trouvé une solution ingénieuse. Ils ont recours à l'intelligence artificielle pour filtrer les signaux et éviter qu'ils ne soient brouillés par le bruit de fond terrestre ou par les interférences des instruments. Cette approche s'inscrit dans un projet combinant l'IA à la recherche spatiale. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus de la réalité des trous noirs de masse intermédiaire, ceux situés entre les petits et les supermassifs. Et ces objets figurent sans doute parmi les plus passionnants à explorer grâce aux ondes gravitationnelles, qu'elles soient détectées depuis la Terre ou depuis l'espace. La prochaine étape majeure, la Lune. Des détecteurs installés à sa surface pourraient capter certains types d'ondes que les instruments terrestres ne perçoivent pas. Cela permettrait de mieux localiser ces trous noirs dans l'immensité du cosmos. Parallèlement à ces travaux, les scientifiques préparent aussi l'exploration humaine de la Lune. Ils assistent la NASA dans le choix des sites les plus prometteurs pour les missions à venir, en se concentrant sur des objectifs scientifiques majeurs tels que la physique solaire, la météo spatiale ou les lois fondamentales de l'univers. C'est une période enthousiasmante, autant pour l'étude des trous noirs que pour le lien entre science et exploration spatiale. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Neptune serait environ aussi grande qu'une balle de baseball. C'est impressionnant. Mais cela reste dérisoire face à la gigantesque 9e planète qui pourrait se cacher plus loin encore. Aujourd'hui, la longue quête de la planète 9 pourrait enfin arriver à son terme. Le problème ne venait pas de l'endroit observé, mais de la méthode employée. Les chercheurs pourraient ainsi avoir réalisé la plus grande découverte du système solaire depuis des décennies. L'hypothèse de l'existence d'une planète au-delà de Neptune circule depuis de nombreuses années. Vous avez sans doute appris à l'école que la 9e planète était Pluton. Pourtant, oubliez Pluton. Depuis 2006, elle a été reléguée à une catégorie moins prestigieuse. Il est ici question de la planète 9, une planète géante hypothétique qui pourrait être notre voisine cosmique. Nous ne l'avons jamais observée directement, mais les scientifiques sont convaincus qu'elle se cache quelque part aux confins du système solaire. Pour comprendre pourquoi les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion, nous avons besoin d'une feuille de papier. En voici une. On y pose une pièce, et soudain, celle-ci se met à bouger. À moins d'évoquer un pouvoir surnaturel, il est évident qu'elle ne se déplace pas seule. Vous en déduisez donc qu'une personne hors de vue manipule un aimant de l'autre côté. L'aimant vous est invisible, mais il explique le mouvement. Il en va de même pour la planète 9. Nous ne pouvons pas la voir, ni encore prouver son existence. Mais elle pourrait expliquer les trajectoires inhabituelles observées dans les régions lointaines de l'espace. Par exemple, les planètes de notre système solaire gravitent sur un plan relativement plat, incliné d'environ 6 degrés par rapport au Soleil. Mais pourquoi 6 degrés? En réalité, nul ne le sait avec certitude. Certains chercheurs estiment que cette légère inclinaison pourrait résulter de l'attraction exercée par une 9e planète. Son existence permettrait aussi d'expliquer les trajectoires inhabituelles d'objets plus petits situés dans la lointaine ceinture de Kuiper, une région riche en débris glacés qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. En 2016, des chercheurs de Caltech ont publié une étude consacrée à la planète 9. Ils avançaient qu'elle pourrait posséder une masse environ 10 fois supérieure à celle de la Terre et suivre une orbite extrêmement allongée. Autrement dit, elle mettrait un temps considérable à accomplir une révolution autour du Soleil. Pour cette raison, elle se situerait dans les régions externes du système solaire, à une distance considérable. Elle graviterait ainsi 20 à 30 fois plus loin du Soleil que Neptune. Selon ces scientifiques, la planète 9 pourrait mettre jusqu'à 28 000 années terrestres pour effectuer une seule orbite complète. En raison de son extrême éloignement, il est presque impossible de l'observer directement. Ainsi, malgré l'attrait de cette hypothèse, aucune preuve irréfutable de l'existence de la planète 9 n'a encore été obtenue, quoique les choses puissent évoluer. En mai 2025, une équipe de l'Université nationale Tsinghua aurait peut-être réalisé l'une des découvertes les plus marquantes du système solaire. L'idée avancée est que la planète 9 n'aurait pas été détectée jusqu'à présent, faute d'une méthode adaptée.
Cette nouvelle étude pose alors une question essentielle. Et si cette planète apparaissait en réalité plus brillante en lumière infrarouge qu'en lumière visible? J'explique. Les scientifiques ont jusqu'ici cherché la planète 9 grâce à la lumière qu'elle réfléchit. Or, pour la détecter dans le visible, la lumière solaire doit atteindre cette planète lointaine, se réfléchir sur sa surface, puis revenir jusqu'à la Terre. Si une planète de taille comparable à Neptune se trouvait environ 10 fois plus loin que Neptune, elle apparaîtrait près de 10 000 fois plus faible. En revanche, son propre rayonnement thermique, c'est-à-dire sa chaleur, n'a qu'un trajet à parcourir. Ainsi, en infrarouge, la planète 9 ne serait qu'environ 100 fois moins lumineuse, ce qui rend les télescopes spatiaux infrarouges bien plus adaptés à sa recherche. C'est précisément le principe de cette nouvelle étude. L'équipe s'est plongée dans les archives afin d'examiner d'anciens relevés infrarouges du ciel. Ces données provenaient de deux sources majeures. La première était d'IRAS, un satellite lancé dans les années 80 qui a cartographié le ciel pendant près d'1 an. La seconde était le satellite japonais Akari, un autre observatoire infrarouge actif entre 2006 et 2011. Concrètement, les chercheurs ont comparé les objets recensés dans la base de données d'IRAS et identifié ceux qui s'étaient déplacés lorsqu'Akari a réalisé ses observations. Cette approche leur a permis de mettre au jour un résultat remarquable. Un objet qui pourrait bien correspondre à la 9e planète longtemps recherchée. Après tout, un objet qui se déplace peut être une planète en orbite autour du Soleil. Ils ont effectivement repéré plusieurs corps célestes présentant de légers mouvements, mais avant toute conclusion hâtive, il leur a fallu exclure l'effet de parallaxe, un phénomène essentiel à prendre en compte lorsqu'il s'agit de découvertes au sein du système solaire. Pour mieux comprendre, je vous propose un exercice simple. Placez un doigt devant votre visage. Fermez un œil, puis l'autre. Votre doigt semble se déplacer légèrement, n'est-ce pas? Cela vient du fait que vous l'observez sous un angle différent d'un œil à l'autre. Le même phénomène se produit lorsque nous observons l'espace depuis la Terre. Comme notre planète tourne autour du Soleil, notre point de vue sur les objets très éloignés se décale légèrement. Cet effet porte le nom de parallaxe. Autrement dit, à cause de ce phénomène, la planète 9 semblerait se déplacer dans le ciel au fil de la révolution de la Terre. À un moment donné, elle pourrait paraître immobile à une position précise, puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil, sembler s'être déplacée. 6 mois après encore, elle paraîtrait revenir en arrière. Les scientifiques ont donc dû prendre en compte la parallaxe, ou plutôt en neutraliser les effets. Pour cela, l'équipe a analysé des images du ciel prises chaque année à la même date. À cette date précise, la Terre occupe toujours la même position sur son orbite. Ainsi, si la planète 9 existe réellement, elle apparaîtrait au même endroit sur ces images annuelles, sans faux déplacement dû à la parallaxe, uniquement à sa position véritable. Cette recherche méthodique a finalement conduit à un seul objet, un minuscule point visible dans les données infrarouges. Ce point inhabituel s'était déplacé légèrement le long de son orbite autour du Soleil au cours des 23 années séparant IRAS et Akari. Un instant, serait-ce enfin elle? Les astronomes auraient-ils confirmé l'existence d'une planète cachée? Peut-être. Mais il convient de rester prudent. Les données disponibles sur son mouvement restent insuffisantes pour reconstituer son orbite complète. Pour l'heure, il reste donc impossible d'affirmer avec certitude que cet objet est bien la planète 9. Il s'agit néanmoins d'un candidat prometteur. En se fondant sur la luminosité observée, l'équipe estime que l'objet pourrait être massif, ce qui a constitué une véritable surprise. En effet, des travaux antérieurs de la NASA avaient écarté la présence de planètes comparables à Jupiter ou à Saturne dans ces régions lointaines, tandis qu'un monde plus modeste aurait pu passer inaperçu. Les chercheurs s'attendaient donc à trouver un corps seulement un peu plus grand que la Terre, mais cette planète énigmatique pourrait en réalité excéder la masse de Neptune. Maintenant que la planète 9 a été identifiée, du moins en théorie, l'objectif est de prolonger son suivi et d'accumuler de nouvelles données. Toutefois, la tâche s'annonce complexe. Depuis la dernière observation réalisée par le satellite Akari, l'objet n'est pas resté immobile, mais a continué à se déplacer lentement dans l'espace. Les scientifiques doivent donc recourir à des télescopes terrestres pour tenter de le retrouver. La difficulté réside dans le fait que sa position actuelle reste incertaine, ce qui les oblige à explorer une vaste portion du ciel. Et, jusqu'à présent, aucun objet correspondant n'a encore été détecté. Qu'il s'agisse ou non de la découverte de la planète 9, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, son existence demeure discutée. Toutefois, avec l'arrivée de nouvelles technologies performantes,
comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, les astronomes n'ont jamais été aussi résolus à faire la lumière sur cette énigme. Ce module, le Cosmos 482, une capsule de haute technologie, avait été conçu pour résister aux chaleurs les plus extrêmes d'une autre planète. Mais un incident est survenu. Il n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Durant plus d'un demi-siècle, il a tourné en silence autour de la planète, complètement oublié, jusqu'à aujourd'hui. En mai 2025, la gravité a fini par l'attirer vers la Terre. Le voici de retour, conçu pour endurer la rentrée atmosphérique, mais si imprévisible qu'il pourrait s'écraser n'importe où. Sans alerte, sans parachute, une sphère de près de 500 kg tombant du ciel, une météorite artificielle, capable de semer le chaos. En 1972, cette sphère à l'allure étrange fut lancée pour une mission à destination de Vénus. Imaginez Vénus comme la jumelle maléfique de la Terre, semblable en taille, mais la ressemblance s'arrête là. C'est la planète la plus brûlante du système solaire, avec des températures pouvant atteindre les 460 degrés, assez pour faire fondre le plomb. Sa pression atmosphérique est environ 93 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui reviendrait à se retrouver à plus de 900 mètres sous la mer, écrasé comme dans un compacteur d'ordures. Et son atmosphère, composée de dioxyde de carbone, est parcourue de nuages déversant littéralement de l'acide sulfurique. Une véritable fournaise infernale. Pourtant, Cosmos 482 était censé y parvenir et s'y poser. Mais pas pour bien longtemps. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance vouée à l'autodestruction. Le vaisseau était censé se poser et transmettre quelques données, pendant quelques instants, tout au plus, sur une surface capable d'écraser, brûler et désagréger presque tout ce qui la touche. Par quel miracle! Il disposait de boucliers thermiques pour traverser les flammes de l'atmosphère, d'un minuscule système de refroidissement pour résister quelques minutes, et d'un blindage conçu pour affronter les conditions extrêmes de Vénus. C'était, à vrai dire, une sorte de coffre-fort technologique, spécialement conçu pour un aller simple. Et cela dès le début des années 70. Détail fascinant. Même de nos jours, aucun appareil n'a encore été fabriqué pour survivre à un tel environnement. Nos submersibles de haute profondeur peuvent résister à des pressions colossales, mais pas à une chaleur pareille. Quant aux capsules spatiales, elles ne supportent des températures extrêmes que sur de très courtes durées. Même les parois des réacteurs nucléaires, conçus pour supporter une pression considérable, s'effondreraient si de l'acide pleuvait dessus sans arrêt. Maintenant, une tournure amusante de cette histoire est que l'atterrissage sur Vénus avait déjà été réalisé en 1970. Venera 7 est devenue la première sonde spatiale à atterrir sur une autre planète et à transmettre des données vers la Terre, survivant à la surface de Vénus pendant 23 minutes complètes avant de fondre. Cela a prouvé que l'impossible était possible, mais pas pour Cosmos 482. Alors, que s'est-il passé avec Cosmos 482 ? On s'imagine souvent qu'un voyage spatial consiste simplement à allumer les moteurs, décoller, et le tour est joué. En réalité, ce n'est pas aussi simple. La procédure commence par une première poussée, qui place l'appareil en orbite terrestre, une sorte de voie de stationnement dans l'espace. Ensuite, une seconde mise à feu, minutieusement programmée, permet d'échapper à cette orbite et de se diriger vers la destination finale. Cosmos 482 a parfaitement atteint cette orbite initiale, mais la seconde impulsion a échoué. Sans elle, aucun départ possible. Au lieu de partir vers Vénus, la capsule est restée piégée autour de la Terre pendant 50 années. Mais qu'est-ce qui permet à un objet de rester ainsi en orbite si longtemps ? Lorsqu'un objet est lancé dans l'espace, il ne s'élève pas seulement vers le haut, il se déplace aussi très rapidement à l'horizontale. Imaginez lancer une balle de baseball droit vers le ciel. Elle retombera inévitablement. Mais si vous pouviez la projeter avec une vitesse suffisante et sans que la Terre ne l'arrête, elle tomberait en continu autour du globe. Voilà ce qu'est une orbite. Une chute perpétuelle sans jamais heurter le sol. La vitesse vers l'avant équilibre précisément la force de gravité qui attire l'objet vers le bas. Pour quitter la Terre, un vaisseau doit franchir 3 couches successives. La première, appelée orbite terrestre basse, ou OTB, se trouve à quelques centaines de kilomètres d'altitude. C'est là que gravitent les satellites, l'ISS, ainsi qu'une multitude de débris. Cosmos 482, lui, n'a jamais dépassé cette étape. Si la deuxième poussée avait fonctionné, la capsule aurait traversé l'orbite terrestre moyenne, où circulent les satellites GPS, puis, bien plus haut, à 35 400 km d'altitude, se situe l'orbite géostationnaire, idéale pour les satellites météo et les chaînes de télévision. Nous savons désormais comment Cosmos s'est retrouvé en orbite terrestre basse, et pourquoi il y est resté aussi longtemps. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa chute soudaine ? Même à ces altitudes, l'espace n'est pas parfaitement vide. On y trouve encore des traces d'atmosphère, certes ténues, mais suffisantes pour freiner progressivement les objets en orbite. Rappelez-vous cette balle de baseball, lancée si vite qu'elle aurait pu tourner autour de la planète. Au fil du temps, elle finirait par ralentir.
jusqu'à ce que la gravité finisse par la rappeler vers le sol. La Terre bénéficie d'une protection efficace grâce à son atmosphère. Lorsqu'un objet amorce sa chute vers notre planète, sa vitesse continue de croître, atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers de km/h. À de telles vitesses, l'air oppose une résistance considérable. Cette résistance engendre des frottements, et ces frottements produisent une chaleur intense, très intense. La surface des objets en chute peut dépasser les 1650 degrés, ce qui les fait fondre, se désintégrer ou même se vaporiser entièrement avant d'atteindre le sol. C'est pourquoi les chercheurs ne s'inquiètent guère des petits débris spatiaux. De modestes fragments issus de satellites désuets, voire des outils égarés durant des sorties extravéhiculaires, retombent régulièrement. Ils se consument comme des étoiles filantes, sans que nous en ayons conscience. Une balle de baseball, bien entendu, se désintégrerait instantanément. Mais qu'en est-il d'une sphère massive, expressément conçue pour résister à l'atterrissage sur Vénus? Heureusement, ce scénario inquiétant n'a pas pris la tournure redoutée. Cosmos s'est abîmé dans l'océan Indien, à l'ouest de Jakarta, le 10 mai 2025. Les radars l'ont détecté, traçant sa course flamboyante dans le ciel, incandescent, se fragmentant, chauffant, mais suffisamment intact pour atteindre la surface. Ce qu'il fit, fort heureusement, loin de toute zone densément peuplée. Maintenant qu'il repose sous les flots, la question demeure. Le danger était-il véritablement sérieux? Aurait-il pu s'écraser dans un secteur urbain? Absolument. Si cette capsule d'environ 500 kg avait frappé une ville, elle aurait pu transpercer des toitures, broyer des véhicules, voire blesser grièvement quelqu'un. Et non, aucune sirène ni alerte n'aurait retenti. Cosmos 482 a été lancé dans les années 1970, bien avant l'avènement du GPS ou du suivi en temps réel. Il n'émettait aucun signal, ne disposait d'aucun véritable système de guidage. Les chercheurs ne pouvaient qu'estimer approximativement son point d'impact. S'il avait chuté sur une zone habitée, son apparition aurait eu tout d'un météore surgi de nulle part. L'épopée de Cosmos, avec un K, s'est conclue sans drame. Mais ce n'est pas le seul objet en orbite susceptible de retomber. Début 2025, on comptait environ 11 700 satellites encore actifs. Or, avec près de 14 900 satellites en orbite, plus de 3000 sont désormais hors service. Et les débris spatiaux ne cessent de s'accumuler. Les réseaux de surveillance suivent plus de 40 000 objets, d'une taille supérieure à celle d'une balle de tennis, tels que des fragments de fusées ou des restes de satellites. Les scientifiques estiment à plus d'1 million les fragments d'un peu plus d'1 centimètre et à plus de 100 millions ceux de plus petite taille encore en orbite. S'ils ne menacent pas directement la Terre, la majorité encombre l'orbite terrestre basse, où des collisions peuvent créer des nuages de débris, capables d'endommager satellites et stations spatiales. Un seul choc peut déclencher une réaction en chaîne, le syndrome de Kessler, où chaque impact génère de nouveaux débris, jusqu'à transformer l'orbite terrestre en un véritable capharnaüm. Vous vous souvenez du film Gravity? Eh bien, c'est un peu ça. Et oui, des objets bien plus imposants que Cosmos 482 finissent aussi par retomber. Ce n'était pas le premier. En 2016, la station chinoise Tiangong-1 a perdu le contact, et 2 ans plus tard, elle est rentrée dans l'atmosphère avant de se consumer au-dessus du Pacifique. En 2001, la célèbre station Mir a été volontairement désorbitée. Et en 1991, la station Salyut 7 est retombée sans cri et gare. Cette station de 40 tonnes s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère, et les fragments ayant survécu sont retombés sur l'Argentine. Un autre exemple. En 1979, Skylab, première station américaine, est revenue sur Terre sans contrôle total. Des morceaux ont atterri en Australie occidentale. À l'époque, certains journaux offraient même des récompenses à quiconque en retrouvait un débris. Ce genre d'incident n'est pas nouveau. Cosmos n'a été qu'un rappel de plus. Mais la NASA et d'autres agences ont bien conscience du danger. Les engins modernes conçus pour revenir possèdent des parachutes, boucliers thermiques et systèmes de sécurité. Mais les satellites hors service et les anciens débris, ils restent là où il est là-haut. Et la prochaine fois, un objet pourrait ne pas tomber dans l'océan, mais percer votre toit, pendant que vous regardez une vidéo sympa, par exemple. Pas de panique cependant, car cela reste peu probable. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant
qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétar nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides ?
nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des super-vides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Un géant se cache dans le ciel. Kipu est le plus grand objet que nous ayons jamais découvert dans l'univers proche. Cela fait des années qu'il perturbait notre compréhension du cosmos, et nous venons enfin de mettre le doigt dessus. Kipu est dense, puissant et dangereux si on l'ignore. Si nous ne comprenons pas ce genre de structure, nous risquons d'interpréter l'univers complètement de travers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, pas d'un objet solide, comme une planète ou une étoile. Et ce n'est pas non plus une chose unique. C'est une superstructure, en gros, une région entière de l'univers. Un enchevêtrement de matière qui s'étend sur un espace immense et qui est maintenu par la gravité. Kipu est constitué d'un immense réseau de galaxies, des amas absolument gigantesques, ainsi que de gaz et de matière noire. C'est comme une autoroute où les amas seraient les villes, les divers filaments les routes secondaires, et la matière noire l'infrastructure invisible qui maintiendrait le tout. Et ce géant s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière. Cela signifie que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1,3 milliard d'années pour le traverser. Kipu contient également 200 quadrillions de masse solaire, même s'il ne représente que 13% de l'univers observable. Le nom Kipu vient du système de cordes nouées utilisé par les Incas pour consigner des informations. C'était comme un système d'écriture. Dans ce système, chaque nœud, chaque couleur et chaque torsion racontait une histoire. Des chiffres, des impôts, des récoltes et ainsi de suite.
Ainsi, lorsque les astronomes ont découvert cette structure colossale dans l'espace, longue, enchevêtrée et ramifiée comme des cordes, ils se sont dit que ce nom lui conviendrait. De plus, la forme de la structure est assez proche de celle des quipus incas. Il y a un long filament central, et des filaments plus petits se ramifient sur les côtés. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que Quipu n'est pas seul. Lorsque les scientifiques ont cartographié cette partie de l'univers, ils ont en fait découvert 5 de ces structures massives. Elles ne sont pas apparues tout d'un coup. Elles se sont formées au cours de milliards d'années, sous l'effet de la gravité qui a lentement rassemblé la matière. Au total, ces géantes contiennent près de la moitié de tous les amas de galaxies de cette région, 30% de toutes les galaxies, et un quart de toute la matière de l'univers observable. L'équipe qui a découvert Quipu a utilisé une astuce ingénieuse. Elle a recherché les rayons X provenant des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas seulement remplis de galaxies, ils contiennent également du gaz extrêmement chaud. Ce gaz est si chaud qu'il rayonne dans le spectre des rayons X, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais grâce à certains télescopes. Si ces rayons X sont si intenses, cela signifie qu'il y a là une quantité énorme de matière, galaxies, gaz et matière noire, attirées par la gravité. C'est dans ces zones que l'univers est le plus dense et le plus compact. En suivant les rayons X, les scientifiques ont donc pu dresser une carte des plus grandes structures cosmiques existantes, par exemple, de Quipu. Pourquoi est-ce important? Parce que ces mégastructures perturbent tout. Tout d'abord, elles déforment le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière issue du Big Bang. Il s'agit d'une faible lueur qui emplit tout l'univers. Après le Big Bang et la création de notre monde, une toute première lumière, ainsi que les tout premiers signaux ont été émis, et ils ne se sont pas encore complètement dissipés. Même après 13,8 milliards d'années, les restes de ce rayonnement continuent de nous parvenir. En étudiant cette lumière ancienne, les scientifiques sont en mesure de déterminer à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, et Quipu nous empêche de le faire. Cette mégastructure a une telle gravité qu'elle courbe et déforme la lumière du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré. Ces déformations ajoutent du bruit au signal d'origine, et il nous est donc plus difficile de savoir clairement à quoi ressemblait l'univers naissant et comment il s'est développé. Ces mégastructures perturbent également la constante de Hubble. L'univers est en constante expansion, et la constante de Hubble nous indique à quelle vitesse il grandit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cependant, les objets géants comme Quipu ont une gravité si forte qu'ils attirent les galaxies qui les entourent, perturbant leur mouvement. Il est donc plus compliqué pour les scientifiques de mesurer la vitesse réelle d'expansion de l'univers. Ils ne peuvent pas déterminer si une galaxie se déplace en raison de l'expansion de l'univers, ou simplement parce qu'elle est attirée par un objet énorme. Enfin, il y a le phénomène de lentille gravitationnelle. La lumière dans l'espace se déplace constamment, mais elle ne suit pas toujours une ligne droite. Si l'espace est déformé, par exemple par la gravité, la lumière sera également courbée et déformée. L'effet de lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines est déviée parce qu'elle passe à proximité d'un objet extrêmement massif, comme Quipu. Cette énorme gravité attire la lumière, tout comme une balle lourde peut déformer une feuille. Et comme la lumière nous transmet des informations, nous permettant littéralement de voir à quoi ressemblent les choses, cette déviation déforme notre perception des galaxies. Les galaxies finissent par apparaître étirées, plus lumineuses, et parfois nous trouvons même une galaxie entière au mauvais endroit. C'est comme si l'on regardait l'univers à travers une loupe. Si l'on n'y prend pas garde, on risque de mal interpréter ces déformations, et alors notre image du monde se trouve toute faussée. Heureusement, ces superstructures mystérieuses ne sont pas apparues comme par magie. Les astronomes soupçonnaient l'existence de quelque chose de ce genre, mais ils n'en étaient pas certains. Notre meilleur modèle de l'univers s'appelle le lambda CDM. Selon lui, l'univers a commencé avec le Big Bang, il est toujours en expansion et il est principalement composé de matière mystérieuse, l'énergie noire et la matière noire froide. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces éléments, mais nous savons qu'ils existent, car sans eux, notre univers s'effondrerait tout simplement. Ce modèle correspond à ce que nous observons, comme la formation des galaxies, le mouvement des étoiles et la forme générale de l'univers. Ainsi, même si certaines pièces du puzzle demeurent encore mystérieuses, elles s'intègrent parfaitement dans ce tableau d'ensemble. Et ce super modèle nous a permis de prédire l'existence de phénomènes tels que Quipu.
Lorsque les scientifiques ont effectué des simulations, ils ont pu observer la formation de structures similaires, d'immenses réseaux cosmiques de galaxies reliées entre elles par la gravité. Et Kipu correspondait à ces prédictions dans la réalité. Cela signifie également que le modèle lambda CDM reflète bel et bien l'univers réel. Pas de surprise de ce côté-là. Mais maintenant, il nous reste à savoir ce que nous devons faire de ce qui s'avère être la plus grande structure connue dans l'univers observable. Il existait un autre géant avant Kipu, le Grand Mur de Sloan. Découvert en 2003, il était considéré comme l'une des plus grandes structures jamais observées. C'est un véritable monstre. Le Grand Mur de Sloan s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. On l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur comme ceux que l'on trouve sur Terre. C'est aussi un vaste réseau cosmique composé de milliers de galaxies et de gaz, le tout relié par de la matière noire. Ce qui rend Kipu et le Grand Mur de Sloan si fascinants, c'est qu'ils semblent tout simplement trop grands pour être réels. Selon le modèle lambda CDM, des structures aussi gigantesques ne devraient pas être courantes, surtout à l'époque où elles se sont formées. Comment ces géants ont-ils pu apparaître si rapidement dans un univers censé grandir, s'étendre et se lisser au fil du temps? Et si nous continuons à en découvrir d'autres, ce qui serait complètement insensé, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se cache dans la structure du cosmos. Tout cela fait partie de notre incroyable voyage copernicien. Une longue série de découvertes qui ne cesse de nous rendre plus humbles face à l'immensité de l'univers. Chaque fois que nous faisons une découverte de ce genre, nous comprenons un peu mieux que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que le système solaire n'était qu'un grain de poussière parmi d'autres dans la galaxie. Aujourd'hui, même les superamas de galaxies, que nous croyions être les plus grands objets existants, se voient éclipsés par des structures telles que Kipu et le Grand Mur de Sloan. Cependant, ces structures ne sont pas éternelles. Kipu est temporaire. Au fil de milliards d'années, la gravité le déchirera et le